Bonjour tout le monde. Alors, on s'est arrêté hier dans les BOP internes. On a parlé un peu des clapets anti-retour qu'on met immédiatement au-dessus de l'outil. Alors, il faut bien savoir que cet outil ne sert pas pour obturer l'intérieur en cas de contrôle devenu parce qu'il n'est pas testé en pression. Donc, dans le well control, on ne compte pas sur lui. Par exemple, si vous remontez, vous avez pistonné, vous voulez retourner au fond pour dégager le bouchon. Si vous avez un clapet anti-retour, il ne faut pas compter dessus. Il faut obligatoirement ajouter une grévale. Voilà. Il est utilisé exclusivement pour empêcher le retour de la boue lorsque vous arrêtez la circulation et vous enlevez le top drive pour faire un joue. La boue à l'extérieur qui est chargée de cutting, puisqu'elle est plus lourde que celle à l'intérieur, il va y avoir un backflow et elle va entrer à l'intérieur de la garniture. Donc, en passant par l'édus de l'outil, elle va les boucher par les cuttings. C'est pour ça qu'on l'utilise. Il y a aussi, voilà, donc ça, les premiers BOP internes. Il y a les autres, il y a les Kellycox. Les Kellycox, vous avez, c'est pour la Kelly, vous avez la upper Kellycock et la lower Kellycock. Ce sont des vannes haute pression, quart de tour, donc ils ont une clé pour les fermer et les ouvrir. Celle-là est positionnée au sommet, en haut de la kili, de la tige d'entraînement, juste au-dessous de la tête d'injection ou du kill spinner s'il y en a, et l'autre est positionné en bas de la tige d'entraînement. Pourquoi il y en a deux? Premièrement, c'est pour une raison de sécurité. Si l'une ne tient pas, l'autre tient. Mais c'est surtout pour fermer celle qui est la plus proche, pour fermer rapidement. Donc, si vous avez par exemple, celle-là est positionnée à 5 mètres, alors il vaut mieux dégager et fermer celle-là au lieu de celle-là. Mais si celle-là est positionnée à 1 ou 2 mètres, alors il vaut mieux fermer celle-là qui est plus proche. Donc, il faut fermer la plus proche pour fermer rapidement en cas, et on les ferme. Quand est-ce qu'on les ferme? C'est lorsqu'on a une venue et on ferme le BOP et on remarque que la pression en tête des tiges est grande, elle est supérieure à la pression de service des équipements de surface. Parce qu'on a dit que les équipements de surface, la pression de service, leur pression de service, c'est la pression de la pompe et non pas des BOP. Par exemple, vous avez un flexible de 3000 psi et vous avez un stack BOP de 10 000 psi, lorsque vous fermez et vous remarquez que la pression en tête des tiges va dépasser 3 000 psi, il faut immédiatement fermer une vanne. Si vous utilisez la tige carrée, vous fermez celle qui est la plus proche, celle-là ou celle-là. Si vous avez un top drive, il a aussi deux vannes de sécurité, une manuelle et une commandée à distance. Donc, il faut fermer normalement celle commandée à distance. Si elle ne tient pas, alors on ferme celle qui est manuelle. Voilà. Là, vous voyez ici, la lower Kellycock est utilisée également comme safety valve au cas où, au cas où vous avez, pendant la remontée, vous avez pistonné et vous voulez revenir au fond, et il y a le puits 10 bits par l'intérieur, vous n'arriverez jamais à placer la grey valve, donc vous utilisez la safety valve parce qu'elle est plein passage. Lorsqu'elle est ouverte, on dit full open ou bien plein passage. Donc, vous la posez alors que la boue sort ici sans problème. Donc, vous la vissez, vous la serrez et après, vous fermez avant de mettre la grille valve en place. Donc, la lower Kellycock est en même temps utilisée comme safety valve. Voilà.
Il y a la grey valve. La grey valve, c'est un clapet anti-retour, tout simplement, c'est un clapet anti-retour. En fait, la grey valve, c'est cette partie-là en bas, avec ça, tandis que tout l'autre, c'est une retenue parce que vous avez un clapet anti-retour qui pose sur là, un clapet anti-retour qui pose sur son siège, et là, c'est une tige qui le maintient en position ouverte, et cette tige est bloquée par cette vis. Il y a ici un ressort de rappel. Pour la mettre en place, il est préférable de la mettre en place en position ouverte, malgré qu'il y a une vanne de sécurité. Alors, on la place en position ouverte, on la visse. Une fois qu'elle est vissée, on peut, si on ne descend pas la garniture, on peut dévisser cette vis. Là, le ressort va pousser le clapet va pousser la tige et elle se ferme. Le clapet va se fermer. Si vous voulez descendre la garniture, alors vous dévissez carrément cette partie. Alors vous récupérez la partie supérieure avec la tige. Il ne reste que le clapet. Poussé par le ressort, il vient siéger sur son siège. Le clapet est fermé et vous pouvez le descendre. Alors, celle-là, elle est utilisée, c'est comme le clapet anti-retour qu'on met au-dessus de l'outil, aux différences, quoi. La première différence, c'est que celle-là est mise en surface. On n'est pas obligé de la descendre avec l'outil, on la descend exclusivement lorsque on a un problème dans le puits, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon de gaz et on veut redescendre au fond en stripping, donc il faut fermer l'intérieur pendant la descente. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est-à-dire en quelque sorte, on n'est pas obligé d'utiliser un clapet anti-retour qui nécessite le remplissage de la garniture pendant sa descente. Celle-là, elle ne demande rien. La deuxième des choses, celle-là, on peut la tester en pression, donc on peut compter dessus s'il s'agit d'une venue. Voilà donc la grey valve. Là, avant de faire une manœuvre, il faut préparer une grey valve et une safety valve avant la remontée de la garniture. Au cas où il y a une venue, vous pouvez intervenir rapidement. Il ne suffit pas de préparer une grey valve, une safety valve en bon état de fonctionnement, tester en pression, mais aussi il faut préparer les réductions qui vont avec en fonction de votre garniture. Si vous avez par exemple cette garniture, je la donne comme exemple, vous avez ici des tiges 5 pouces qui ont un filetage 4,5 IF. Attention, c'est la même chose que NC50, c'est tout à fait la même chose. C'est la différence, c'est l'appellation seulement. Ça, c'est Numerated Connection 50, c'est la même chose que la 4,5 IF. Et là, vous avez des tiges qui ont un filetage 3,5 IF, NC38, et là, des mastiges 6 pouces 6,5 qui ont un filetage 4,5 IF. Alors, il faut imaginer tous les scénarios. Là, si vous avez par exemple votre safety valve et grey valve, par exemple, qui ont un filetage 3,5 IF. Alors, les 3,5, cette vanne de sécurité peut être montée sur les tiges 3,5 parce que 3,5 IF, elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Tandis que sur le filetage 4,5 IF, on a besoin d'une réduction. 4,5 IF, vous avez besoin d'une réduction, 3,5 IF femelle pour se raccorder à la safety valve et 4,5 IF mâle pour se raccorder à la tige 5 pouces ou bien au mastic 6,5. Donc, il faut préparer la safety valve, la grey valve et les réductions, là où les réductions qui vont avec en fonction de la composition de votre garniture parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir un bouchon de gaz. Vous allez l'avoir peut-être en remontant le tige 5 pouces ou bien vous êtes arrivé jusqu'au 3,5 ou bien vous êtes en train de remonter les décollars. Donc, il faut préparer les réductions qui vont avec en fonction de la composition de votre garniture. Voilà. Il y a celui-là. Bon, drop-in check valve essentiel. Ça, c'est quoi?
il a été inventé une fois pour c'est-à-dire en quelque sorte, pour n'utiliser ni la grévalve, ni le clapet anti-retour, c'est-à-dire la flotte valve. Celui-là, c'est quoi? Il est composé de deux parties. Il a le siège, vous voyez, ça c'est le siège, et il y a ce qu'on appelle le dart. Le dart, ça c'est le clapet anti-retour. Vous voyez, il y a un ressort, il y a une bille, il y a un siège ici, qui font le clapet anti-retour. Et celui-là peut être placé à l'intérieur du siège. Ça c'est le clapet, si vous voulez, le dart, qui est placé à l'intérieur de son siège. Si on le lance, il vient, il descend jusqu'à ici, il va s'accrocher sur son siège, il ne peut plus être relâché. S'il y a un écoulement par l'intérieur, la bille va obturer le passage et empêcher l'écoulement. Donc, celui-là, vous voyez, on descend uniquement le siège, c'est un raccord, il a le même filetage, le même diamètre que le décollage, par exemple, c'est 6,5 par exemple. Donc, on l'incorpore dans la BHA. Là, il n'y a rien à l'intérieur, donc lorsque vous descendez, ça va se remplir sans problème, vous pouvez faire tout, mais lorsque vous avez une venue, vous lancez le dart à partir de la surface. Alors, vous lancez le dart, et lorsque le dart va venir siéger ici, hop, il va s'accrocher et il va devenir un clapet anti-retour. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser une grévalve ici, on ne fait que lancer le dart. Oh, comme c'est beau, c'est facile ça, mais seulement le problème, lorsque vous allez le lancer, alors il va flotter en surface. Il n'arrivera jamais au fond sur son siège, surtout si la boue est trop visqueuse. Donc, il va rester en haut, il ne peut pas arriver. Alors, pour le mettre en place, il faut toute une autre installation. Il y a une vanne un peu spéciale qui s'appelle la vanne Reagan, il faut pomper tout ça. Mais lorsqu'on s'est rendu compte que la safety valve, c'est-à-dire la lower Kirikok, fait l'affaire avec la grévalve, alors normalement, toutes les compagnies l'ont abandonné. Peut-être il y en a qui l'utilisent, mais il a été totalement abandonné et remplacé par la grévalve et la safety valve. D'autant plus que celui-là représente un problème. Si le puits est incliné, il n'arrivera jamais à siéger. Même s'il arrive à son siège, il ne va pas entrer, il va peut-être buter quelque part. Alors, il ne va pas siéger correctement, donc il ne va pas empêcher l'écoulement par l'intérieur. Voilà pourquoi il n'est pas vraiment fiable et la plupart l'ont abandonné. Voilà. Les vannes de sécurité du top drive, il y a l'un qui est manipulé à distance, tandis que l'autre, il est manipulé manuellement. Il faut qu'il y ait les deux, parce que, premièrement, c'est une sécurité, si l'un est défaillant, on perd l'étanchéité, il y a l'autre qui tient. Mais surtout, il est utilisé si on perd l'énergie, peut-être hydraulique ou autre, pour activer le IBOP, comme on dit à distance. Si on perd l'énergie pour l'activer, on peut donc intervenir manuellement comme la DUS, comme ce qu'on a dit sur la DUS. Voilà. Celle-là aussi peut être utilisée comme safety valve avec la grévalve. Elle peut être utilisée. Bon, on va passer maintenant au test des équipements. Les tests, bon, il y a un test dont on ne parle pas, c'est le test visuel. Ça, quand même, le chef de chantier ou le chef de poste, de temps en temps, ils doivent inspecter visuellement les équipements. Peut-être qu'ils vont remarquer quelque chose qui nécessite une réparation. L'autre test, il y a le test de fonctionnement. Il faut tester le fonctionnement de tous les équipements du contrôle de venue, de well control. Alors, il faut tester le fonctionnement au moins une fois par semaine. Par exemple,
là, il ne faut pas arrêter carrément les activités rien que pour faire le test de fonctionnement. Non, il faut profiter de l'occasion. Par exemple, les vannes, il faut les ouvrir, les fermer, toutes les vannes, alternativement ou ensemble, comme vous voulez, mais au moins une fois par semaine. Donc, les vannes, ce n'est pas difficile de les ouvrir et les fermer pendant les activités, pendant le forage. On n'est pas obligé d'arrêter le forage. Là, surtout les vannes, parce que là, si une vanne reste des années et des années sans être manipulée, alors elle va être grippée et lorsqu'on a une venue et on veut l'ouvrir, on ne peut plus l'ouvrir ou bien on perd beaucoup de temps pour l'ouvrir. Donc, il faut quand même ouvrir et fermer toujours les vannes pour qu'elles soient faciles à fermer et à ouvrir. Et en plus de ça, on doit s'assurer qu'elles s'ouvrent et elles se ferment sans aucun problème. Comme par exemple les BOP, il faut profiter de l'occasion. Bon, mais attention, tester le fonctionnement du BOP, il faut le faire avec l'outil dans le tubage. Il ne faut jamais le faire lorsque l'outil est au fond. Parce que vous pouvez fermer un BOP, il ne va pas s'ouvrir. Alors, vous êtes coincé. Donc, vous essayez de faire de votre mieux et de le faire une fois par semaine, si c'est possible. Il y a, par exemple, le BOP, le blind shear, blind ou blind shear. Celui-là, lorsque l'outil est au jour, d'ailleurs, vous allez le fermer pour vous assurer qu'il fonctionne, le fermer et l'ouvrir. Mais attention là, si vous le fermez, vous le laissez fermer lorsque l'outil est au jour, ne croyez pas qu'il est utilisé pour éviter la chute des objets dans le puits. Mais si vous le faites, si vous le fermez, ce n'est pas faux. Ce qui est faux, c'est que une fois qu'il est fermé, vous êtes obligé de surveiller la pression en tête de l'annulaire. En cas de venue ou autre, peut-être pendant la remontée, vous avez pistonné et vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez pistonné. Alors, lorsque vous le fermez et vous vous occupez à changer l'outil, par exemple, le gaz, lui, va migrer. Il risque de vous fracturer la formation. Donc, toujours, si vous fermez le blind rams, il faut placer quelqu'un pour surveiller la pression en tête de l'annulaire. Ou bien, vous ouvrez la HCR, vous ouvrez la duse, et il faut placer quelqu'un pour surveiller le retour sur la golotte. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, voilà le test de fonctionnement des équipements. Il faut le faire si vous avez plusieurs BOP panels, parce que comme on l'a dit, le BOP panel, la plupart le placent, la totalité de tout le monde place un BOP panel derrière le chef de poste parce que c'est lui qui l'utilise le plus. Mais il y en a d'autres qui en ajoutent un autre au niveau du chef de chantier, par exemple, ou bien au niveau du superviseur. Il y en a même qui en ajoutent deux autres, l'un à côté du bureau de chef de chantier et l'autre à côté du bureau du superviseur. Alors, si vous faites le test de fonctionnement, il faut le faire alternativement des différents BOP panels et de l'unité d'accumulateur. Donc, une fois le BOP panel derrière le chef de poste, une autre fois le BOP panel, par exemple, à côté du bureau de chef de chantier, une autre fois à partir de l'unité d'accumulateur. Donc, voilà comment on doit faire le test de fonctionnement. Il y a maintenant le test en pression. Là, parce que le test en fonctionnement, il suffit de fermer et d'ouvrir. Seulement fermer, ouvrir chaque élément. Tandis que le test en pression, il faut fermer, augmenter en pression jusqu'à la pression de test et purger avant d'ouvrir. Voilà donc le test en pression. Quand est-ce qu'on teste en pression, on teste les éléments en pression au montage. Lorsqu'on monte les équipements la première fois, on doit les tester.
Après réparation, si vous intervenez sur un équipement, par exemple, vous avez changé la membrane du BOP annulaire. Alors, une fois que vous avez remplacé la membrane, vous avez revissé vos boulons, il faut retester. Il faut le tester. Mais là, comme au montage, par exemple, on teste tout le bloc, c'est-à-dire tout le stack BOP, tandis que si vous réparez, vous ne testez que l'élément que vous avez touché, seulement l'élément que vous avez touché. Là, vous avez remplacé la membrane du BOP annulaire, donc vous ne testez que le BOP annulaire. Vous n'êtes pas obligé de tester le blind rams, les pipe rams et tout ça. Il n'y a que ce que vous avez touché que vous devez tester. Ne pas dépasser 21 jours. Je vais dire pourquoi ne pas dépasser 21 jours dans le slide suivant. Selon la procédure ou bien les procédures de la compagnie. Bon, là, les trois, au montage, après réparation, ne pas dépasser 21 jours, ça c'est obligatoire. Quelle que soit la politique de la compagnie, elle doit faire ça. Là, il faut bien savoir que ne pas dépasser 21 jours, ce n'est pas chaque 21 jours, non. Il ne faut pas dépasser 21 jours. C'est-à-dire, si vous le faites en une semaine, c'est bien. En 10 jours, c'est bien. En 15 jours, c'est bien. 21 jours, c'est le maximum. Mais pas 4 semaines. Il ne faut pas dépasser les 3 semaines. C'est ça la règle. Là, les procédures, il y a des compagnies, par exemple, qui font le test avant le DST. Avant le DST, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire en quelque sorte, il n'est pas recommandé par l'API, mais la compagnie peut l'exiger. Elle peut le mettre dans ses procédures et faire un test avant le DST, parce que le DST, quand même, c'est une venue contrôlée. Donc, il faut avoir des BOP en très bon état. Il y en a d'autres qui le font avant de forer un réservoir, surtout s'ils ont peur que le réservoir est important et peut causer une venue. Donc, voilà donc la périodicité des tests BOP. On va voir maintenant pourquoi ne pas dépasser 21 jours. Regardez, vous avez ici votre BOP, vous avez deux brides, le jointeur, et là, les brides sont boulonnées. Pourquoi lorsqu'on les a testés la première fois, lorsqu'on a monté les BOP, alors qu'est-ce qu'il va se passer lorsqu'on va forer? Lorsqu'on va forer, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a les vibrations. Et les vibrations, que vont-elles faire, les vibrations? Elles vont dévisser les boulons. Là, au début, il est bien serré, mais après, avec les vibrations, les boulons vont se dévisser. Alors là, pour faire le test après 21 jours, qu'est-ce que vous faites si vous fermez directement, vous arrêtez le forage, la garniture est toujours, vous descendez l'outil de test et vous remontez en pression. Si vous testez comme ça, qu'est-ce qu'il va se passer? La pression ici va écarter les deux brides qui vont s'écarter comme ça. Lorsque les brides s'écartent, le jointeur poussé par la pression va sortir à l'extérieur. Parce que là, lorsque vous mettez la pression, la bride supérieure va se déplacer de cette distance jusqu'à ce que l'écrou ici bute contre la bride inférieure. Donc là, vous avez séparé les deux brides et le jointeur va être poussé, il va sortir à l'extérieur. Maintenant, lorsque vous allez purger, cette bride va descendre rapidement, plus rapidement que le jointeur et elle va coincer le jointeur ici. Vous allez avoir un jointeur qui est écrasé à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un jointeur pincé. Il est pincé à l'extérieur. Ça y est, il ne tient plus. Essayez de le faire si vous voulez. Vous testez là, si vous faites comme ça. Là, vous allez tester, il va faire comme ça, il va tenir la pression. Là, vous voyez, c'est étanche, il va tenir. Quand est-ce que vous avez
endommager votre jointeur, c'est lorsque vous avez purgé. C'est au purge qu'il va se pincer. Alors, si vous purgez, il est pincé et vous refaites le test, eh bien, vous allez trouver le test négatif parce que votre jointeur est endommagé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire après 21 jours? Au fait, la règle, ce n'est pas tester. Ça n'a rien à voir avec tester. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque vous avez foré pendant longtemps, c'est-à-dire, attention, c'est du forage, rien que du forage, ce n'est pas des opérations spéciales qui n'engendrent pas des vibrations, mais lorsque vous forez, il y a les vibrations. Alors, si vous avez foré longtemps, les boulons ou bien les écrous des boulons vont se dévisser. Alors, vous avez foré longtemps, donc vous arrêtez le forage et vous resserrez les boulons. C'est ça l'idée. Ce n'est pas tester, c'est resserrer les boulons. Donc, si vous avez resserré les boulons, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez touché au BOP. C'est une réparation sur BOP. Alors, on revient à ça. Puisqu'on a touché le BOP, il faut le tester. Voilà. Donc, en quelque sorte, la règle, ce n'est pas tester le BOP, c'est revisser les écrous du boulon. Lorsque vous révissez les écrous des boulons, c'est une intervention sur le BOP, donc obligatoirement, vous êtes obligé de le retester. Voilà pourquoi. Bon, maintenant, on va voir le test en pression. Il y a la basse pression, en général entre 250 et 350 psi, quelle que soit la série de votre BOP, 3000, 5000, 10 000, n'importe quoi, vous commencez par une basse pression qui est comprise entre 250 et 350 psi. Pourquoi la basse pression? La basse pression, c'est lorsqu'il y a une fuite. Supposez que vous n'avez pas bien serré vos boulons. Vous remontez à 250 psi et vous arrêtez. Vous observez votre BOP, vous trouvez qu'il y a une fuite au niveau du jointeur. Alors là, c'est simple, ce n'est pas les 250 psi qui vont endommager votre jointeur. Donc, vous pouvez resserrer encore, bien serrer encore davantage et reprendre le test. Mais si vous remontez immédiatement, si vous avez par exemple un BOP 10 000 psi, vous ne passez pas par la basse pression, vous allez directement à la haute pression, là, les 10 000 psi, si vous n'avez pas bien serré vos boulons, vont endommager le jointeur. Voilà pourquoi on utilise la basse pression. On reste 5 minutes pour s'assurer seulement qu'il n'y a pas de fuite, puis on continue jusqu'à la haute pression, c'est-à-dire la pression de test. S'il n'y a pas de fuite, les basses et hautes pressions doivent être maintenues au moins 5 minutes. C'est-à-dire le temps d'être sûr que ça tient. Si ça ne tient pas, là, la haute pression, si elle chute, elle continue à chuter, c'est pas la peine d'attendre, elle est négative. Le test est négatif, il faut réparer et refaire le test. Si la haute pression va chuter légèrement, attention, là, il y a toujours une légère chute. Pourquoi? Parce que au début, vous étiez en train de pomper, donc il y a les pertes de charge. Vous arrivez, par exemple, la pression de test 10 000 psi, vous arrivez à 10 000 psi, lorsque vous arrêtez la pompe de test, il y a une légère chute. Par exemple, au lieu de 10 000 psi, vous allez lire 9 000, par exemple, 900 psi. Donc, il y a la chute de 100 psi, ce sont les pertes de charge qui vont partir, donc il n'y a aucun danger. Mais après, vous tenez au moins 5 minutes. Si pendant 5 minutes, la pression reste stable, 9900 psi, donc le test est positif. Mais si vous remarquez qu'elle chute légèrement, à ce moment-là, il y a une règle. Il faut attendre 15 minutes. 15 minutes et vous relisez cette pression, combien elle est devenue. Alors, notez bien, pour les pressions inférieures
ou égale à 5000 psi, la chute doit être au max, pendant les 15 minutes, elle doit être au maximum égale aux 5%. C'est-à-dire, si vous avez un BOP 5000 psi, si à l'arrêt, vous voyez que la pression est stable, là, vous arrêtez 5 minutes, elle est stable pendant 5 minutes, hop, vous purgez et c'est tout. Mais si ça continue à chuter, elle n'est pas stable. Si ça continue à chuter d'une façon très forte, ce n'est pas la peine d'attendre 5 minutes, puisqu'elle chute, ce n'est pas la peine, il faut purger et réparer. Tandis que si elle chute légèrement, vous ne pouvez pas savoir si cette chute est importante ou non. Alors, gardez bien cette règle. Si vous avez un BOP 5000, en fait, c'est 5800, donc inférieur ou égal à 5800 psi, il faut, pendant 15 minutes, il ne faut pas que la chute de pression dépasse les 5%. Par exemple, 5000 psi, 5% des 5000 psi, c'est 250 psi. Donc, si vous avez attendu 15 minutes, la pression a chuté de 5000 jusqu'à 4750 au maximum. Donc, le test est positif. On accepte la chute de 5%. Mais si c'est supérieur, par exemple, il y a une chute de 500 psi, là, ce n'est pas la peine, le test est négatif. Tandis que si la pression de service, la pression de test est supérieure à 5800, par exemple 10 000 psi, 10 000 psi est supérieur, là, on ne prend pas les 5% parce que c'est trop 5%, on prend 300 psi. Donc, je répète, pour les BOP 5000 psi et en bas, c'est-à-dire 5000, 3000, 2000, 1000 psi, là, la pression peut chuter en 15 minutes. Pendant 15 minutes, elle doit chuter elle peut chuter au maximum 5%. Tandis que 10 000 psi est supérieure, elle doit chuter 300 psi en 15 minutes. Si elle descend à plus de 300 psi, le test est négatif. Voilà. Voilà, je vais arrêter ici. Bon, là, pour purger après les tests, il faut utiliser la vanne à aiguille. C'est un petit robinet, c'est-à-dire dans la pompe de test, la pompe Sprague. On utilise la vanne à aiguille pour ne pas endommager les grandes vannes, parce que les vannes qu'on utilise, si vous purgez par une vanne, par exemple du manifold de 10 ou autre, si vous l'ouvrez, d'ailleurs c'est difficile de l'ouvrir, et lorsque vous l'ouvrez, vous risquez de la siffler. Donc, au lieu de siffler une vanne très importante qui coûte cher, il vaut mieux siffler une vanne à aiguille qui ne coûte absolument rien. D'ailleurs, elle se siffle après 3-4 purges, elle doit être jetée et remplacée immédiatement. Voilà. Donc, j'arrête ici. Le temps est terminé. On se verra demain. Et là, je vous remercie.